Donc peut-être une première question toute simple, c'est de savoir un peu, une question de présentation en fait. Ouais. De savoir de qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, ce que tu fais professionnellement. Mm. Ok, merci Baptiste. Je m'appelle Hamani Oumarou. Je suis chercheur au LASDEL depuis 2005. J'ai travaillé sur plusieurs thématiques en fait, qui ont des liens avec les différents programmes de recherche du LASDEL, à commencer par la décentralisation, ensuite les services publics. Et j'ai fait une thèse en 2011 sur la justice, dont le titre c'était les modes de régulation de l'appareil judiciaire nigérien. Et cette thèse a été financée par une fondation, la fondation Volkswagen, une fondation allemande. Oui, ça peut paraître curieux, mais c'est une fondation allemande qui a financé nos thèses dans le cadre d'un programme de recherche du LASDEL qui s'appelait States at Work, dont l'objectif, c'est en anglais, hein, ça dit l'État en chantier, dont l'objectif était de comprendre, si tu veux, la construction, la formation de l'État en Afrique, particulièrement dans 4 pays, le Niger, le Mali, le Bénin et le Ghana. Et dans ces 4 pays, deux secteurs ont été étudiés, à savoir l'éducation et la justice. Et moi, j'ai travaillé sur la justice là, dans le cadre de ce programme. Donc voilà, ensuite, j'ai continué à travailler sur les programmes du laser. Je ne vais pas les citer tous, je pense que ce n'est pas très utile. J'ai envie de dire que je fais partie des plus jeunes en termes d'expérience. Je fais partie des plus jeunes chercheurs du LASDEL. Et c'est à la fois un avantage et peut-être un inconvénient. Un avantage parce que, étant jeune, on s'abreuve un peu, si tu veux, à la source des grands, Thomas Birchenk, Jean-Pierre Olivier Desardins, Giorgio Blundo, et bien d'autres que je ne peux pas citer ici, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, soit ici à Niamey, dans le cadre des colloques ou des rencontres scientifiques, soit à travers le monde, je veux dire en Europe plus particulièrement, ou en Afrique dans d'autres pays. Donc voilà, je pense que de façon ramassée, c'est ce que je peux dire. Le seul inconvénient, comme je le disais tout à l'heure, c'est que il y a aussi souvent cet écart générationnel, cet écart d'âge qui fait que parfois vous n'avez pas trop de jeunes à côté de vous, parce que vous savez que la recherche c'est aussi une question de génération. Hein, il faut pas. Si Jean-Pierre et Jean-Pierre Chauveau et bien d'autres, Thomas Birchenk, ont réussi à faire de l'APAT ce qu'il est, c'est parce que ils sont presque tous de la même génération, tu vois. Donc, et nous, c'est un peu ce petit gap-là, ce petit bémol que moi je ressens parfois quand étant ici, quoi, au LASDEL. Voilà. Ok. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres jeunes chercheurs, enfin, le gap dont tu parles, il n'y a pas d'autres chercheurs de ta génération ou... Oui, il y en a, mais bon, je veux dire, ils sont en nombre très, très, très limité. Il y a Nana Issalé, que vous avez vu certainement hier, qui a fait une présentation. Ensuite, on a Ali Bako, qui est à côté. Mais autour de nous, faut pas se le cacher, hein, la recherche, ça a été un combat pour nous amener, nous, à la recherche, déjà. Un vrai combat, parce que je me souviens quand Tidjani et Jean-Pierre s'étaient lancés à la recherche de jeunes chercheurs, ce n'était pas gagné d'avance. Parce que le plus souvent, quand vous finissez votre DEA, à l'époque c'était le DEA ou bien la maîtrise, tout de suite vous êtes attiré par les projets de développement, avoir un poste et puis s'installer. Donc dans cet océan-là, il n'était pas du tout évident de pouvoir trouver des étudiants intéressés à faire de la recherche. Et je peux dire que nous, Nana et Salé et moi, nous sommes un peu des gens anormaux en fait, dans un environnement où la norme c'est finir ses études, aller chercher du boulot dans un projet, que de rester là, aller passer son temps en brousse, rencontrer Enfin, voilà, c'était pas gagné d'avance. Et là, on est en train de voir comment amener
nos jeunes frères à la recherche, mais c'est pas facile. Nous essayons, hein, si on a des cheveux blancs un peu partout, c'est pas simplement à cause de la recherche, c'est aussi parce que on consacre beaucoup d'énergie à trouver ici et là des étudiants intéressés à faire de la recherche. Voilà. Et puis, est-ce que tu peux raconter comment est-ce que tu en es arrivé à faire on va commencer simple, à t'intéresser au monde du développement ou à t'intéresser à la socio-anthropologie? Waouh! Je peux dire qu'il y a deux événements qui se sont... Vous savez, dans la carrière d'un individu, c'est toujours un mélange de hasard et bien d'autres choses. Après ma maîtrise, moi, au début, je m'intéressais aux questions de migration. J'étais vraiment dans la migration, comme on le dit, étant moi-même un produit de la migration, puisque je suis né hors du Niger, j'ai grandi hors du Niger, j'ai fait mes études hors du Niger. Et quand je suis rentré au pays, mon objectif, c'était de continuer dans la migration. Et donc, j'ai été tenu à l'université par le professeur Tidjani Alou, entre autres, qui était mon prof d'histoire. Et je lui ai fait cas de mon projet de travail sur les migrations. Il a trouvé que c'était très bien et je suis allé en Côte d'Ivoire pour faire la maîtrise, etc. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et quand je suis rentré, j'étais rentré comme avec à l'esprit, si vous voulez, le projet de tout jeune qui finit un diplôme, une formation, travailler dans un projet, etc. Et un matin, Tidjani me rencontre dans les escaliers d'un immeuble à Niamey. Il me dit, mais tiens, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je ne fais rien pour l'instant. Il me dit, bon, tu passes au LASDEL. Et à l'époque, il était directeur du LASDEL. Je parle de 2002. Hein. Et nous sommes en train de préparer une enquête qualitative sur le foncier. C'était là, au niveau de la rive droite, de l'autre côté du fleuve. Et tu viens, peut-être que ça va t'intéresser. Et voilà, je suis arrivé, j'ai été intégré à l'équipe, on a été faire les enquêtes. Et je ne sais pas, mais en fait, pendant que nous, on faisait juste les enquêtes, on collectait les données, les aînés, les Tidjani et bien d'autres étaient en fait en train de nous évaluer, d'évaluer notre potentiel en matière de recherche. Moi, je ne le savais pas. Et la recherche terminée, il m'a dit, bon voilà, il ne faut pas t'éloigner du LASDEL, il faut que tu viennes assez souvent, etc. Bon, il y avait quand même cette invite, mais en même temps, de l'autre côté, on s'est dit, bon, on a fini les études, il faut maintenant chercher du boulot, etc. Et en 2003, il y a une enquête collective, je crois que c'est la plus grosse enquête collective que le LASDEL ait organisée jusque-là, qui a regroupé une trentaine de chercheurs à Tawa. C'était le lancement d'un programme de recherche. Je crois que c'était sur les pouvoirs locaux. Et une trentaine de chercheurs, d'étudiants, d'assistants de recherche, nous nous sommes retrouvés à Ottawa et on a mené des recherches, des enquêtes. Et on est resté, je crois, une semaine. Et c'était la deuxième phase, si vous voulez, de notre évaluation. Et nous, on ne le savait pas. Et après cela, voilà, j'ai continué à travailler. J'ai travaillé ensuite avec Mohamed Abdoulaye, un ancien directeur du LASDEL qui est actuellement en poste à l'étranger. Mohamed Abdoulaye, d'ailleurs, qui a été secrétaire de l'APAD. Hein, voilà. Il fait quoi à l'étranger, juste? Pardon? Il est en poste où à l'étranger? En Côte d'Ivoire, à Abidjan, au Conseil de l'Entente. Ok. Ouais. Un poste, du coup, plutôt dans la recherche ou Conseil de l'Entente? Conseil de l'Entente, un poste plutôt de l'État, quoi. Il représente l'État nigérien au Conseil de l'Entente. Okay. Donc, Mohamed me dit, mais Hamani, voilà, tu viens, on a besoin d'un assistant. Je vais à Maradi. Au nord, Maradi, c'est un peu à l'est du Niger. C'était une région que je ne connaissais pas. J'ai dit, mais c'est intéressant, moi, ça va me permettre de renouer avec le monde rural, voilà, puisque... Et donc, il me met dans son équipe, il me dépose à Maradi, je reste dans un petit village totalement coupé du monde, qui fait quoi, à peu près 1000 habitants, hein, et j'y reste un mois, en pleine brousse,
pour étudier les conflits fonciers entre agriculteurs et éleveurs et les questions de sécurité alimentaire. C'est une zone pastorale, donc là-bas, c'est la question de sécurité alimentaire et aussi les questions de fourrage qui se posaient. Et voilà, c'est comme ça que j'ai été lancé. Après, les choses se sont enchaînées. J'ai travaillé avec Tidjani sur plusieurs programmes de recherche à Filengue. Filengue, c'est à peu près 250 km au nord de Niamey, etc. Les choses se sont enchaînées jusqu'à ce que j'obtienne cette bourse de thèse en 2006 pour faire de la recherche sur la justice. Donc voilà, je dirais comment les seniors, c'est comme ça qu'on les appelle pour les taquiner. On dit voilà comment les seniors nous ont inoculé le virus de la recherche. Et donc il y avait le terrain, mais il y avait aussi tout un encadrement théorique dont on bénéficiait ici au LASDEL constamment. On avait accès aux seniors, on avait accès à leurs écrits, etc. Et voilà. Voilà comment. À l'université, tu as étudié sociologie. Ah, sociologie. Oui, à la base, j'étais sociologue, pur et dur, hein, parce que je dirais que l'anthropologie est née au Niger grâce au LASDEL. C'est en fait le LASDEL qui a fait en sorte qu'on a changé aujourd'hui le nom du département. On parle du département de sociologie, anthropologie. Mais sinon, nous, on a été purement sociologue. Et j'ai fait mon mémoire de maîtrise, mon DEA. Enfin, vous comprenez que c'est l'ancienne formule. Hein. Je fais le DEA en sociologie. Et c'est quand je suis rentré que je me suis intéressé à l'anthropologie. Bon, c'est vrai que la différence n'est pas très très nette, mais le fait d'avoir été sociologue, ça a été pour moi déjà une bonne base pour continuer à devenir socio-anthropologue. Voilà. C'était dans les années 2000 du coup. Oui, 2000, 2000 ouais. Puis ça se passait comment un cursus d'anthropologie, de sociologie en Niger? C'était de la socio-quantitative ou c'est... Non, bon, je dirais pas quantitative, mais c'est vrai qu'on avait des cours de statistiques, de démographie, etc. Mais moi, franchement, c'est des choses qui ne m'intéressaient pas, quoi. Les chiffres, j'ai toujours eu horreur des chiffres. Voilà. Une anecdote, peut-être je vais revenir là-dessus, une anecdote qui va te faire rire un peu. En Côte d'Ivoire, j'ai eu un bac, pas un bac. Après le BEPC, le brevet d'études de premier cycle, tout de suite, on vous oriente. Soit on vous envoie dans une filière scientifique, ou on vous envoie dans une filière littéraire ou comptabilité, etc. Et mes enseignants s'étaient trompés sur mon profil, pensant que j'étais un très bon mathématicien ou physicien, m'ont orienté en seconde C, c'était la seconde vraiment scientifique. Et j'avoue que je suis resté une année sans rien comprendre, parce que là-bas, il y avait trop d'abstraction, c'était trop scientifique. Et malgré tout, j'ai réussi à passer en première D, pas en C, parce que je ne pouvais pas aller en C, continuer en C, c'était les maths très poussées. Et en D, c'était ceux qui étaient moyens, qu'on orientait en D. Et j'ai dit à mon père, non, moi je ne ferai pas la première D. Il m'a dit, non, écoute, c'est la branche d'avenir, etc. J'ai dit, oui, je sais, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Et voilà comment j'ai changé. Je me suis retrouvé dans la littérature. J'ai fait une première A, littéraire, une terminale A, littéraire, et je me suis retrouvé en sociologie, au département de socio à l'université de Niamey. Et quand j'étais rentré, je ne savais même pas ce que c'était la sociologie. Oui, puisque en Côte d'Ivoire, bon, on avait des idées vagues au lycée. C'est pas comme en Europe où déjà les élèves arrivaient à faire la différence en sociologie, psychologie, etc. Nous ici, c'est après le bac que tu découvres certaines filières. Donc c'est après le bac que j'ai découvert la socio. Et j'étais rentré au Niger dans le but de faire droit, de devenir juriste, voilà, avocat ou magistrat. Et j'ai un oncle qui m'a découragé, il m'a dit non, au Niger, le droit est très sélectif. C'est-à-dire que vous pouvez banalement passer 3 à 4 ans en première année de droit. Et j'ai dit, ah non, moi, je ne suis pas venu pour rester 4 ans dans je ne sais pas, au même niveau, quoi.
Je lui dis, bon, je ferai anglais. Je vais m'inscrire en anglais parce que c'était la langue qui m'intéressait le plus. Il y avait l'anglais et l'allemand. Il m'a découragé en disant, non, l'anglais, c'est pas la peine. Autant aller apprendre le fulfulde, quoi, une langue locale vernaculaire pour pouvoir travailler avec les Américains de Peace Corps, etc. J'ai dit, mais finalement, si je ne peux pas faire ce que je veux, qu'est-ce que je fais? Il me dit, bon, je te suggère d'aller en sociologie. J'ai dit, mais c'est quoi la sociologie, tout ça? Il dit, non, parce que, en fait, ça dénote aussi les perceptions que les parents ont de la filière. On me dit, non, tu fais sociologie, dès que tu finis après ta maîtrise, tu es recruté dans un projet de développement et puis tu avances, comme on dit ici. J'ai dit, bon, je vais essayer. Et j'arrive, je m'inscris en sociaux. Les premiers cours étaient tellement compliqués pour moi parce que, c'est-à-dire, il fallait d'abord entrer dans la compréhension même de la matière, etc. Et au bout de 6 mois, grâce à certains professeurs, j'ai fini par aimer. Donc Tidjani Alou, je les cite, je ne veux pas. Il y avait Tidjani Alou, il y avait un professeur Daouda Ali qui enseignait à l'époque sociologie générale, qui faisait peur parce que les gens, il était très rigoureux, etc. Mais avec qui j'avais une affinité, parce que lui aussi avait fait ses études de second cycle en Côte d'Ivoire. Donc il y avait cette affinité et puis j'ai commencé à aimer et je n'hésitais pas à aller lui poser des questions, etc. Il y avait aussi un prof qui était très très théorique que les gens n'aimaient pas mais que moi j'ai aimé, dont j'ai aimé les cours. C'était Souley Hadji, il s'appelle. Il nous faisait sociologie politique. Et donc voilà, petit à petit j'ai découvert le contenu de ce que c'était la sociologie. Et j'ai commencé à aimer. En deuxième année déjà, je ne pouvais plus penser, je ne pouvais plus imaginer quitter la sociologie pour aller ailleurs. Voilà. Donc c'était la sociologie ou rien. Et en licence, je découvre Tidjani Alou, à l'époque, qui venait avec sa pipe, etc. Il était plutôt... C'était un peu le monsieur un peu exotique, quoi, dans un environnement totalement homogénéisant où il y avait un type d'habillement particulier, il y avait un type de véhicule, il y avait un style, quoi, une manière de faire qui était plus ou moins standardisée et lui qui venait brouiller tous ces standards. J'ai dit, ah tiens, lui, il doit être intéressant. Et par la grâce de Dieu, je dis toujours, ou bien grâce au hasard, voilà, on s'est rencontrés, nos chemins se sont croisés en 2002, comme je le disais. Et puis voilà. Et après, il était même directeur de ta thèse, non? Pas lui, c'est Jean-Pierre qui a dirigé ma thèse. Bon, moi, ma thèse, je dirais que j'ai profité de leur présence, hein, tous les deux. Parce que Tidjani avait déjà travaillé sur la justice, etc. Il connaissait bien un peu, il connaissait mieux que moi le système judiciaire nigérien, il avait étudié le droit, etc. Il était prof de Sciences Po. Donc, il avait, je dirais, c'était pour moi une véritable ressource, quoi. Donc voilà, j'ai profité de cela et je n'hésitais pas à aller le voir pour qu'il m'oriente, pour qu'il recadre un peu mes pensées, qu'il me donne des idées, etc. C'était lui, si tu veux, qui était en backup comme encadreur. Mais l'encadreur officiel, c'était Jean-Pierre Olivier Desardins. Voilà. Donc moi, je dirais que je me suis abreuvé à la source de Jean-Pierre pour les questions de méthodologie, etc. Mais aussi à la source de Tidjani Alou pour ses connaissances sur la justice au Niger et en Afrique de l'Ouest. Voilà. Ok. Et puis donc tu as beaucoup parlé de ton arrivée au LASDEL. Ouais. Et puis la rencontre avec l'APAD, ça fait comment? Waouh! J'entendais parler de l'APAD parce que déjà étant au LASDEL, Jean-Pierre nous parlait de l'APAD. Tous les ans, tous les 2 ans, je voyais les chercheurs aller au colloque de l'APAD qui se tenait un peu partout enfin, en tout cas, il participait à ces colloques et quand il revenait, il nous parlait de l'APAD. Ensuite, le LASDEL recevait tous les bulletins de l'APAD. Donc, déjà, je savais qu'il y avait une association de chercheurs
africaniste, en anthropologie, socio-anthropologie du développement. Mais sans vraiment savoir ce que c'était concrètement, parce que j'avoue que je n'étais pas curieux, je n'ai pas essayé d'aller plus loin. Je savais qu'il y avait la PAD, il y avait une association, jusqu'en 2007. En 2007, je pense qu'il y a eu une assemblée générale à Louvain-la-Neuve. Et là, Sten Hackberg a été nommé, en tout cas élu président. Et Mohamed Abdoulaye, qui alors, je pense, était directeur du LASDEL, a aussi été élu SG. Parce que le SG, le secrétariat général, a été réparti entre Leiden et Niamey. Donc ici à Niamey, Mohamed Abdoulaye, qui était SG, m'a demandé est-ce que ça m'intéresserait de l'accompagner dans cette tâche de SG. J'ai dit, il n'y a aucun problème. Et à l'époque déjà, j'étais secrétaire général adjoint du LASDEL. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc voilà comment véritablement j'ai découvert la PAD. Et en 2000, je parle de 2007, en 2010, je participe au colloque, je crois que c'est en 2010, au colloque de la PAD à Ouaga. Et c'est là vraiment que j'ai découvert la PAD, j'ai compris que mais c'est vraiment le lieu de rencontre de toute la crème en socio-anthropologie, africanisme, etc. Mais déjà, à travers les sessions d'université d'été qu'on organisait ici, je rencontrais, tiens, voilà, lui c'est un membre de la PAD. Par exemple, je crois que c'était en 2004, j'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-Pierre Chauveau ici, dont j'avais lu les travaux déjà quand j'étais à Abidjan. Je passais constamment à l'Orstom, ancien Orstom qui est devenu IRD par la suite. Donc je passais constamment là-bas, je le rencontrais sans savoir que c'était lui, Jean-Pierre Chauveau. J'ai discuté avec une de mes enseignantes qui elle-même travaillait avec Jean-Pierre Chauveau sans savoir qui il était, etc. Et donc en 2004, il débarque à Niamey à la première session de l'université d'été. J'ai dit, tiens, c'est lui Jean-Pierre Chauveau, etc. Donc, à Niamey, je rencontrais déjà les membres de la PAD, les membres fondateurs, pas des moindres, je veux dire les membres fondateurs et puis les membres du bureau de la PAD. Donc voilà. Et en 2010, je suis invité, je fais une présentation au colloque de la PAD, je rencontre toute la crème, si vous voulez, tous les membres du bureau, etc. C'est là que, j'aimerais utiliser le terme, c'est là que s'est faite ma socialisation au sein de la PAD. Voilà, j'ai côtoyé les gens, échangé avec eux. Et voilà, depuis là, je suis membre du bureau, depuis 2007. Et puis, une question toute bête, qu'est-ce que représente si tu devais définir la PAD en quelques phrases que tu dirais? Moi, je dirais, pour moi, franchement, la PAD, je considère, au-delà du caractère scientifique de la chose, au-delà de tout, moi, je considère la PAD comme une famille, en fait. Pour moi, c'est une famille. Et dans une famille, vous avez, au-delà de la recherche, il y a aussi des liens qui ont été créés, qui se sont tissés, qui se sont structurés, qui ne peuvent plus disparaître. Vous voyez, pour moi, c'est une famille, voilà. Et étant membre du bureau de la PAD, je me sens vraiment dans une grande famille, avec des aînés, avec toutes les représentations de la famille que tu veux. On peut schématiquement, ou bien, si vous voulez, peut-être utiliser des métaphores pour dire on a des grands-pères, on a des pères, on a des promotionnaires, on a des petits frères. Et pour moi, c'est un peu ça la PAD. Peut-être pour blaguer un peu, pour moi, les grands-pères au sein de la PAD, je vois Jean-Pierre, je vois Jean-Pierre Chauveau, je vois Thomas Birschenk. Quand je dis grand-père, bon, il ne faut pas le prendre sous l'angle de l'âge ou non, mais en termes d'expérience, mais aussi en termes de seniorité, quoi. Et pour nous, ils sont incontournables. Voilà. Après, vous avez Jackie Bouju, que j'ai eu l'occasion de rencontrer pour la première fois, je crois que c'était à Aix-en-Provence, et par la suite, voilà, ça continue. Et ensuite, ce que je peux appeler les grands frères de la PAD, c'est
c'est Philippe Lavigne d'Elvis, c'est Sten Hagberg, c'est Fatou Ouattara, etc. Pour moi, ceux-là, c'est vraiment des grands frères. Il y a aussi Marion Frésia, je ne sais pas où la situer. Est-ce que je la situe en grande sœur ou bien promotionnée, mais en tout cas. Et après nous, il y a aussi pas mal de jeunes, eux-mêmes, qui nous appellent grands frères, etc. Donc pour moi, c'est l'image que j'ai de la PAD, c'est vraiment cette image-là de la famille. Voilà. Et puis sur un plan académique ou sur un plan d'un programme? C'est-à-dire? Comment est-ce que... Ou peut-être formuler d'une autre façon, pour revenir à ce que tu disais par rapport au LASDEL, que vous aviez ici, tu avais découvert par ce premier terrain, le terrain, que tu avais avec un encadrement théorique, dense, qu'est-ce que... Et puis j'imagine des choses aussi qu'on retrouve dans la pâte. Est-ce que tu pourrais dire un peu ce que ça représente, une manière de faire de la pâte? Oui, je pense que à la PAD, on découvre aussi je ne sais pas s'il faut parler d'antagonisme, mais en tout cas des prises de position controversées entre les chercheurs. Oui, parce que même s'ils travaillent tous sur les questions de développement et sur la sociologie, anthropologie du développement, parfois ils n'ont pas les mêmes... entre les membres, il y a aussi des contradictions, il y a aussi des remises en question des recherches, des théories menées par X ou Y. Donc, quelque part, on s'enrichit aussi de ces antagonismes-là entre les grands. Vous voyez? Et ça nous permet d'avoir une ouverture d'esprit beaucoup plus critique sur les sujets. Pour moi, la PAD m'a permis de sortir du cercle plus ou moins restreint, quoi, du LASDEL, alors que à la PAD, j'ai découvert qu'il y a des gens qui font autre chose et qui sont très bien. Voilà, il n'y a pas que ce que nous faisons au LASDEL, il y a aussi d'autres façons d'aborder les questions de développement, etc. Par exemple? Je donne un exemple. Moi, j'avais à un certain moment proposé un papier pour publication sur les questions de développement local, gouvernance locale. Alors, évidemment, quand vous travaillez sur les questions de gouvernance locale, étant au LASDEL, les premières références que vous avez, c'est les références que vous avez sous la main. Je veux dire Jean-Pierre, Giorgio, Tidjani, etc. Et quand j'ai soumis l'article pour publication, on m'a dit non, attends, il n'y a pas que cela. Vous voyez? Il y a aussi X, Y, et il y a un tel qui a abordé ces sujets qui ne vont pas forcément dans le même sens que Jean-Pierre, que Giorgio, donc il faut les découvrir. Et ils étaient aussi membres de la PAD. Donc voilà, il y avait cette diversité, voilà, c'était le mot. Il y a une diversité au sein de la PAD, malgré cette unité en tant qu'organisation, mais cette diversité nourrit aussi, je pense, a beaucoup contribué à nourrir notre façon de voir les sujets, d'aborder les objets de recherche. Sans rentrer énormément dans les détails de la publication, mais aussi peut-être par intérêt personnel, c'était quoi à quel niveau se jouait la différence entre ces auteurs? Ou est-ce que c'est des auteurs d'un autre champ linguistique ou des anglophones par exemple? Ou est-ce que c'était dans les concepts qu'ils apportaient? Moi, je suis très attaché au concept en fait. Très attaché au concept, aux métaphores, surtout. Et voilà, vous êtes habitué à des concepts bien particuliers et puis vous arrivez à la PAD, vous découvrez qu'il y a aussi d'autres concepts qui viennent enrichir bien entendu les premiers concepts que vous avez, mais en même temps, c'est pour vous dire qu'il y a une grande diversité au sein de la même famille. Et heureusement d'ailleurs, et je pense que c'est cette diversité interne aussi qui fait la force de la PAD en fait. Voilà. Est-ce que tu as un exemple concret? Bon, je n'ai pas un exemple tout de suite à l'esprit, mais peut-être qu'au cours de la discussion, ça pourrait venir. Voilà. Okay.
Bon, ouais, on peut revenir à ça. Moi, je pense que, d'après ce que j'ai compris de la PAD, un des points importants, c'était ce mot de la socio-anthropologie du développement. Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu entends par socio-anthropologie du développement, toi, en tant que Waouh! chercheur? Ok. Déjà, attention. Déjà, pour moi, dès qu'on me dit socio-anthropologie de développement, ça veut dire que je prends déjà le développement comme un objet de recherche. Déjà. Et je pense que ce n'était pas donné, c'était pas gagné d'avance avant les années 90. Je pense que les initiateurs, ceux qui ont les précurseurs de cette idée, c'était Jean-Pierre Olivier Desjardins et Jean-Pierre Chauveau, qui se sont dit mais il faut étudier le développement comme on étudierait autre chose. Pour moi, je dirais qu'à l'époque, c'était une sorte de révolution. Hein. On sortait un peu de la formule classique de la sociologie du développement ou bien de l'ethnologie, etc., pour aborder le développement en tant qu'objet. Et déjà, le fait de l'étudier en tant qu'objet, c'est un grand pas par rapport à la connaissance, par rapport, etc. Et ça fait son bout de chemin. Et quand on dit qu'il faut étudier le développement, ça veut dire qu'il faut étudier les pratiques du développement. Il faut étudier les dispositifs de développement, étudier les interactions entre les acteurs du développement et leur environnement, etc., etc. Et c'était légitime pour des pays comme les nôtres en Afrique, puisque nos pays, je ne vais pas le dire depuis les années, nos pays ont toujours fonctionné grâce à des projets de développement, grâce à la coopération au développement, etc. Donc il fallait étudier cet objet-là, qui était plutôt assez flou. On savait que pour passer, pour transformer nos pays, les moderniser, il fallait apporter du développement, mais en réalité, Jean-Pierre et Chauveau, Jean-Pierre Olivier Desjardins et Jean-Pierre Chauveau se sont dit non, il faut en faire de véritables objets d'étude pour les comprendre. Parce que le développement, c'est... et moi, ce que j'ai retenu, c'est-à-dire, ces deux auteurs sont... Ah bon, il y a eu d'autres auteurs après eux, d'autres chercheurs après eux, je pense à Thomas Birschenk et bien entendu, et tous les autres. Ils nous ont sorti de la vision assez normative du développement. Parce que quand vous comparez la plupart des études avant cette période-là, la plupart vous disent le développement c'est ceci, ou bien pour développer tel pays, il faut aller dans tel sens. Ou bien on vous rabâche les échecs du développement en Afrique, pourquoi le développement a réussi, comment réussir le développement. Voilà, le discours était extrêmement normatif sur les questions de développement. Vous voyez ? Et ils ont dit non, il faut sortir de ce discours trop normatif et mieux comprendre le développement. Et on ne peut pas mieux comprendre le développement si on ne le pose pas lui-même en tant qu'objet de recherche. Comme on étudierait je ne sais pas moi, le mariage, je ne sais pas, la religion ou tout ce que vous voulez. Donc il faut le poser comme objet d'étude et l'analyser en profondeur. Et à partir de ce moment, bien entendu, on a étudié les projets, etc., les associations de développement, tout ce que vous voulez, toutes ces structures de développement ou qui sont censées faire du développement. Et progressivement, on s'est rendu compte que ça ne suffit pas. Il faut évoluer encore vers une socio-anthropologie des espaces publics ou des services publics. Voilà. Ça dit que depuis les années 90, on est encore, en tout cas à l'APAD, où on est en train d'aller plus dans la profondeur, dans la complexité des questions de développement, sur la délivrance des services publics, etc., etc. Donc pour moi, la socio-anthropologie du développement, c'est ça. C'est d'abord un objet, c'est aussi une démarche empirique, parce qu'il ne suffit pas de rester chez soi, compiler 250 rapports d'évaluation et dire que vous êtes... Non, il faut aller sur le terrain, rencontrer des gens, saisir les interactions,
les formes d'interface qui se mettent en jeu entre les développeurs, et la population et les bailleurs de fonds, etc., etc. Donc pour moi, on fait tous de la socio-anthropologie du développement d'une certaine façon. J'ai étudié la justice, oui, mais je l'ai étudié avec les outils de la socio-anthropologie du développement, en fait, puisque je me suis intéressé aux pratiques des acteurs, à leur représentation, aux jeux, aux enjeux, aux stratégies de contournement, etc., etc. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, la socio-anthropologie du développement. Et puis la jonction socio et anthropologique, ça veut dire quoi? Pour moi, je ne veux pas rentrer dans... Je n'ai rien contre les sociologues, mais aujourd'hui, quand je lis les documents des sociologues, je les trouve un peu... J'aime emprunter cette expression de Jean-Pierre qui dit qu'il reste un peu à la porte, quoi. C'est-à-dire, ils arrivent à la porte, ils tiennent la porte et ils ne l'ouvrent pas. Ils restent juste et ils disent « Ah, voilà, j'ai observé la maison » et ils retournent. Alors que le socio-anthropologue, lui, il ouvre la porte, il essaie d'entrer dans la chambre, voir la configuration de la chambre. Je veux dire, l'anthropologue va dans les détails, si tu veux, des situations qu'il étudie, dans les plus petits détails. Et le deuxième élément important chez le socio-anthropologue, qu'on ne retrouve pas forcément chez le sociologue, ce sont les séjours prolongés, en fait. Les séjours longs dans une société que vous voulez étudier, etc. Bon. En tout cas, la sociologie telle qu'on la pratique ici, chez nous, au Niger, on sait, elle reste assez, je ne dirais pas, mais un peu superficielle. Voilà. Souvent, il reste dans des généralités, alors que les gens gagneraient à aller plus dans les détails des choses. Je donne un exemple. Dans le cadre d'un groupe de réflexion sur les migrations, vous savez, les migrations ont été depuis longtemps un des thèmes phares des sociologues, notamment sur les questions d'exode rural. Et ils s'évertuent jusqu'aujourd'hui, au XXIe siècle, à chercher à comprendre les motifs de l'exode rural, les destinations des migrants. Bon, c'est bien, mais ça, pour moi, ce n'est que l'entrée. Le dessert, c'est d'aller au-delà de ça, quoi. Et c'est là où le sociologue et l'anthropologue peut les aider à comprendre les imaginaires autour de la migration. Les acteurs cachés qu'on ne voit pas au-delà du migrant, mais il y a tout un réseau d'acteurs cachés qui participent de cette migration. Et là, il n'y a que l'anthropologue qui peut vous aider à comprendre ça. Voilà un exemple. Sur le développement ici, jusque à la fin des années 90, en tout cas, la plupart des thèmes de maîtrise ont porté sur les projets de développement. Parce qu'à l'époque, la politique de développement au Niger, c'était appuyé plus sur les projets de développement. Voilà, on étudie les échecs des projets. Si le projet a échoué, c'est parce que les populations ont une mentalité assez attardée. Bon, je pense que ces postures sont aujourd'hui extrêmement critiquables, quoi. Elles ne suffisent pas pour saisir toutes les dynamiques induites par les projets de développement, toutes les dynamiques internes qui accompagnent aussi les projets de développement. Et c'est là où l'anthropologue devient utile. Voilà, je pense. Voilà. C'est très bien, on va passer directement sur la tente d'une perche. Une fois qu'on a compris ou même qu'on a décrit tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que l'anthropologue a décrit, c'est la question, une fois que l'anthropologue a décrit la situation, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Oui, mais l'anthropologue ne fait pas que décrire. La description n'est qu'une étape. Ce n'est qu'une étape parce qu'il décrit pour pouvoir mieux comprendre un phénomène, en fait. La description, pour moi, c'est la première étape. Mais la description, elle est incontournable. Une fois que vous avez décrit, il faut maintenant essayer d'analyser, de comprendre. Et c'est là où l'anthropologue devient utile. Parce qu'il permet à l'autre de comprendre, en fait, les logiques cachées derrière toute action de l'homme. Mais je vous donne un exemple.
la question que j'aime poser très souvent pour comprendre les logiques, je me dis, mais est-ce que si moi, malgré que j'ai fait de longues études, etc., est-ce que si moi, je me trouvais à la place de X qui se retrouve dans un village reculé au nord-est de Maradi, est-ce que moi, je n'agirais pas aussi de la sorte? Peut-être oui. Donc, vous voyez, il y a des mobiles cachés, des logiques qui sont propres à cette localité qu'il faut bien comprendre pour intervenir, puisque l'anthropologue ne fait pas de l'anthropologie juste pour le plaisir de la publication ou autre. Non, l'anthropologue aussi oriente les interventions. Enfin, lorsqu'il est écouté, mais malheureusement, la plupart du temps, on n'écoute pas l'anthropologue, on trouve que c'est quelqu'un qui met le doigt sur là où il ne faut pas, etc. Ou bien que les études anthropologiques prennent trop de temps alors que nous, on a envie d'intervenir tout de suite. Mais de plus en plus, les acteurs de développement eux-mêmes sont en train de saisir l'utilité de l'anthropologue. Parce que on a beau... Ça fait des dizaines d'années qu'on essaie de comprendre les échecs ou les réussites des projets de développement. On a essayé de modifier à partir de ces échecs ou de ces réussites. Mais on a compris que ça ne suffit pas. Et aujourd'hui, je pense que c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le LASDEL est de plus en plus sollicité. Un peu partout, parce que le LASDEL met le doigt sur ce que peut-être les sociologues ne perçoivent pas. Donc, au-delà de la description, ce n'est qu'une étape. Il y a aussi l'analyse, et l'analyse permet de produire des connaissances pour mieux intervenir. Pour nous, nos recherches sont des outils d'aide normalement à la décision. En tout cas, les résultats de nos recherches devraient servir d'outils d'aide à l'intervention, à la réforme, voilà, etc., etc. Quelle forme ça prend concrètement cette aide pour l'intervention? Ou bien toi, dans ton travail, à quel moment est-ce que ça intervient? C'est intéressant. J'ai 2 ou 3 expériences, je ne vais pas les citer toutes pour vous montrer. Souvent, cette intervention, pour me répéter, se fait tardivement. C'est-à-dire les résultats de nos recherches ne sont pas pris en compte immédiatement parce qu'ils dérangent. Parce que parfois, ils sont susceptibles de remettre en cause tout un dispositif qui a déjà été conçu, pensé, etc. Et voilà, on intègre un anthropologue qui vient remettre en cause un dispositif. Est-ce qu'il faut, chemin faisant, il n'est pas possible de le changer et passer à un autre dispositif. Et c'est pourquoi nos résultats ne sont pas tellement bien vus. Mais avec le temps, dans le long terme, on se rend compte que la plupart des recherches que nous avons faites il y a 10 ans sont aujourd'hui en train d'être mises en tout cas, les résultats sont en train d'être appliqués. Je me rappelle quand les Jean-Pierre avaient fait leurs recherches dans le domaine de la santé, où ils montraient qu'il y a un dysfonctionnement, la corruption était généralisée dans le système de la santé. Ils se sont fait taper là-dessus. Personne ne les avait écoutés. Et ça a donné lieu à l'époque à l'ouvrage Une médecine, une hospitalière en 2003, que Jean-Pierre a coordonné avec Yannick Jaffré. Mais après, des années après, les gens sont venus leur dire « Ah, ce que vous dites, vous avez dit en 2003, on est en plein là-dedans, on est en train de l'observer. » Lorsque Tidjani Allo avait fait ses recherches sur la corruption dans la justice, mais il était devenu un peu la cible à abattre par les magistrats et les avocats. Et j'avoue qu'aussi à l'époque, il avait eu un contentieux à la justice. Les gens auraient fait tout pour l'enfermer. Parce que Tidjani a dénoncé des pratiques cachées de corruption dans la justice. Mais aujourd'hui, il est devenu incontournable. On se rend compte que oui, il y a la corruption dans la justice, mais encore, il y a la corruption, il faut la saisir, il faut l'accepter et essayer de changer les choses. Donc, nos résultats sont plus utilisés, mais souvent pas dans l'immédiat. Moi, j'étais dans un programme de recherche financé par l'Union européenne. Ça s'appelait Programme de coopération décentralisée, où initialement, nous avons été sur des terrains et on leur a montré que leur dispositif ne pouvait pas marcher.
Mais le coordonnateur de ce programme, M. Hans, je crois, je ne sais pas si c'est un Allemand ou un Suisse, il était totalement réfractaire à nos résultats. Totalement. Parce que pour lui, voilà, le LASDEL, au lieu de l'accompagner dans ce qu'il fait, le LASDEL est en train de vouloir casser. Parce que tout simplement, on a dit non, vous avez pris le mauvais chemin, il faut déjà penser à réajuster. Et eux, ce n'était pas concevable. Mais vers la fin du projet, c'est même Hans qui nous invitait, coûte que coûte, à venir voir des problèmes qu'ils ont décelés sur le terrain, essayer de nous aider à comprendre pourquoi telle chose ne marche pas, malgré tous les efforts qu'on est en train de faire. Donc, vous voyez, les résultats de la recherche, en tout cas anthropologique, dérangent. Et s'ils dérangent, ça veut dire qu'ils touchent à des intérêts. Et s'ils touchent à des intérêts, ça veut dire qu'on ne peut pas les utiliser dans l'immédiat pour réformer les services publics. Mais au bout, dans le moyen et le long terme, les gens finissent eux-mêmes par découvrir que ce que vous avez dit il y a 5-10 ans, c'est vraiment la réalité. Venez, on va travailler ensemble pour qu'on améliore les choses. Donc voilà comment nos travails servent aussi, comme je le dis, sont des outils d'aide à la décision. Même si c'est une décision qui tarde à être prise, mais quand même... Mais là encore, il y a, je dirais... Il faut un certain nombre de conditions. Il faut que les agents des services publics soient ouverts à la réforme. Il faut que vous trouviez... Et ça, ce n'est pas gagné d'avance. Il vous faut avoir des partenaires. Quand vous n'avez pas de partenaires dans les services publics, vous avez beau crier sur tous les toits, vous avez beau faire de meilleures recherches, ça ne pourra pas servir à grand-chose. Mais au fil du temps, je pense que depuis 2001, depuis la création du LASDEL en 2001, aujourd'hui, on a réussi à avoir des partenaires dans les services publics qui comprennent ce que nous faisons et qui ont envie de réformer. Et ça, c'est un gros avantage qu'on a. Aujourd'hui, on a de plus en plus de partenaires qui viennent vers nous ou qui orientent des intervenants. Ah non, il faut aller voir le LASDEL parce que le LASDEL fait du très bon travail. En fait, je ne veux pas jeter des fleurs au LASDEL, je ne veux pas prêcher pour ma chapelle, mais ce sont les échos qui nous parviennent. Ah, le LASDEL fait du très bon boulot. Mais si on l'a réussi, il faut aussi dire que c'est au prix de 1001 sacrifices. C'est éviter les consultances, parce que là, ça rapporte gros, ça donne l'argent, mais en même temps, c'est fade. Il faut éviter de faire des consultations, il faut éviter un certain nombre de postes de responsabilité politique, il faut vraiment s'engager dans la recherche qualitative, dans la bonne recherche qualitative. Et ce sacrifice, peu de gens aujourd'hui sont prêts à le faire. C'est pourquoi tout à l'heure d'entrée, je disais qu'il nous est de plus en plus difficile de recruter des jeunes chercheurs. La recherche, je pense que c'est un des métiers qui nourrit mal, qui nourrit très mal son nom. Hein. Voilà, le chercheur, à la limite, il est perçu comme quelqu'un qui vit dans une bulle. En fait, c'est comme ça qu'on nous perçoit dans la société nigérienne. Ah, les chercheurs, vous êtes là, vous cherchez, ouais, c'est vrai que c'est des railleries, mais en même temps, ça rappelle l'image que les gens ont du chercheur. Mais si le LASDEL a réussi à s'imposer, c'est aussi parce qu'il s'est lui-même imposé un certain nombre de principes, un certain nombre de règles, des études qualitatives de qualité. Parce qu'il y en a qui disent qu'ils font des études qualitatives, mais bon, on ne veut pas rentrer dans les détails. Il suffit d'aller faire 2 ou 3 focus group et revenir dire que j'ai fait de l'enquête qualitative. Non, ce n'est pas cela. De vraies recherches qualitatives sérieuses, il faut aussi s'imposer un certain nombre de principes. Et aujourd'hui, je pense que, personnellement, avec du recul, je tire mon chapeau à Jean-Pierre Olivier Desardins, je tire chapeau à Tidjani Alou, etc. Et Mohamed Abdoulaye, à tous ceux-là qui ont porté le LASDEL jusqu'à aujourd'hui. Parce que s'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils ont renoncé à beaucoup d'offres. Offre de consultance, offre de responsabilité politique, etc., etc. Voilà. Moi, je connais pas hyper bien le domaine du développement en Afrique, mais de la consultance. C'est quoi exactement la différence entre la consultance et ce que vous faites? Oh, c'est totalement différent. Un consultant... moi, je dirais que souvent, l'image que j'ai du consultant, c'est celui qui apporte
qui confirment des réponses à des situations, quoi. En fait, c'est ce qu'on... Puisque le consultant, d'abord, ce n'est pas lui qui conçoit les TDR, c'est des TDR qui sont conçus par quelqu'un, terme de référence. On lui dit, bon voilà, j'interviens depuis 2 ans dans telle localité, voilà ce que j'ai fait, voici les résultats que j'ai atteints. Essayez d'aller... souvent, vous avez des consultants qui servent juste à légitimer des interventions. Allez me confirmer ça. Et souvent, tout est... Si vous voulez, l'étude est déjà bouclée par le projet. On vous met juste devant le fait accompli. Faites-moi 3 jours ou 1 semaine de terrain, allez dans telle localité, etc. Alors que dans la recherche, c'est vous-même qui pilotez tout. C'est vous qui définissez votre méthode. Parfois, dans la consultance, la méthode est déjà définie. Souvent, ils vous disent, nous, on a besoin de 14 focus group, vous allez nous faire 32 entretiens. Bon, voilà. Et quand vous allez sur le terrain, vous vous contentez de ce nombre de focus group et d'entretiens. Alors que dans la recherche, vous êtes maître, c'est vous le chef d'orchestre, c'est vous qui concevez en fonction du sujet, enfin, de la préoccupation de votre bailleur, c'est vous qui définissez, si vous voulez, la note conceptuelle, qui définissez votre programme, etc., etc. Vous avez plus de marge de manœuvre en termes de recherche que de consultance. Évidemment, la consultance, elle est limitée dans le temps. Parce que les bailleurs ont besoin de vos résultats pour agir. C'est différent. On a besoin de ça rapidement pour qu'on puisse agir dans le cadre du prochain programme. Alors que la recherche, elle prend plus de temps, elle étudie les processus. Les consultants n'étudient pas les processus. Ils n'ont pas le temps d'étudier un processus. Puisqu'un processus, c'est définissant par quelque chose qui s'étale dans le temps. Non, ils n'ont pas le temps. Ils ont besoin que vous allez étudier un processus à un temps T. Tac. Voilà, on est venu, on a intervenu dans une localité il y a 2 mois ou 3 mois, mais votre intervention s'inscrit dans quelque chose de plus large, de plus grand. Avant vous, il y avait d'autres interventions, etc. Mais le consultant ne tient pas compte de tout ça. Lui, il a un tableau de bord bien défini, un cahier de charges bien défini dans lequel il est enfermé et dont il ne peut pas sortir. Or, l'anthropologue, lui, il va au-delà. Bon, c'est pourquoi aussi, pendant des années, on a eu du mal à faire financer nos recherches ici au LASDEL, parce que rares sont les partenaires qui comprennent l'utilité d'une recherche qui s'inscrit dans la durée, quoi. Ils se disent, non, nous, on veut intervenir tout de suite, vous allez nous faire... Souvent, on leur dit même, pour avoir le rapport de référence, il faut attendre 6 mois. Il dit non, mais lui, il n'a pas le temps d'attendre 6 mois. Il a besoin de résultats dans 1 mois. Bon, parce que vous allez étudier un processus. En 2 mois, vous ne pouvez pas lui donner les résultats d'un processus. Ce n'est pas possible. Si vous le faites, vous bâclez le travail. Et bien entendu, beaucoup d'études de consultance sont des études bâclées qui ne servent pas, pour moi, qui ne servent pas à grand-chose, quoi. Mais il y a aussi de très bonnes consultances. Mais là, ça dépend de l'expérience de la personne. Et très souvent, ce sont les chercheurs qui mettent la robe du consultant, qui font de très bonnes consultances. Sinon, les consultants classiques, j'avoue que quand vous lisez leur rapport, c'est pas comestible, quoi. Je ne sais pas si tu vois un peu. C'est vrai que la consultance, ça rapporte, hein. Ça dit, la Banque mondiale peut vous demander d'aller lui faire une étude sur la corruption en Mauritanie, par exemple. Et ils vous disent, j'ai besoin de des résultats dans 5 mois. Bon, peu de gens sont capables de refuser à la Banque mondiale une étude, parce que la Banque mondiale, c'est quand même la Banque mondiale, avec des frais de terrain exorbitants, avec des honoraires attrayants, etc. Mais aussi avec le statut, puisque symboliquement, vous travaillez pour la Banque mondiale. Ça rehausse un peu votre personnalité, votre statut. Mais en 6 mois, le plus souvent, ceux qui font ce genre d'études, soit c'est des anthropologues qui ont déjà travaillé sur des thématiques bien précises
Et quand on leur dit c'est la Banque mondiale, ils sont prêts à aller parce que c'est aussi une manière pour eux de revenir sur leurs objets de recherche. Donc ça leur permet d'enrichir leurs objets ou bien d'élargir leur champ d'analyse parce qu'ils ont travaillé à un certain moment au Niger, au Sénégal ou au Bénin. On leur dit voilà, il y a une étude en Mauritanie, ils disent tiens c'est bien, je peux y aller. Ça permet de confronter, en tout cas par rapport aux informations, aux données qu'ils avaient déjà collectées. Donc on peut y avoir de la bonne consultance, mais c'est extrêmement rare. Et puis, toi, ça t'est arrivé dans ta carrière de chercheur de douter ou de dire putain, c'est rude, je peux faire autre chose? Oui, il y a des moments de doute, hein. Ça, il ne faut pas se le cacher. Tous ici, il y a ce qu'on appelle la parole publique et la parole privée, en fait. Dans la parole privée, les langues se délient, les gens dévoilent un peu leurs ressentiments, ils dévoilent un peu les doutes qu'ils ont après, en tout cas dans leur carrière de chercheur. Mais dans la parole publique, allez, c'est oui, tout va très bien, moi j'aime la recherche, c'est très bien, etc. Je vais me focaliser sur la parole privée. Beaucoup de gens, une fois qu'ils ont soutenu, traversent des moments difficiles, des passages à vide de 5-6 mois où vous devez faire face à plusieurs obligations familiales, sociales, etc. etc. Et bien entendu, c'est des moments cruciaux dans votre carrière. À ces moments-là, il est très facile pour un jeune doctorant à docteur, très facile pour lui de basculer. Parce que là, vous avez des offres. Vous êtes revenu avec un statut, le statut des chercheurs, et puis voilà, il y a une offre qui correspond à votre profil. Vous avez tout de suite envie d'y aller. Tout de suite. Et en plus, ça paye bien. C'est-à-dire, en 3 mois, vous pouvez amasser autant d'argent qui puisse vous permettre de rester, d'être à l'abri pendant 1 an, quoi. Vous voyez, c'est de l'ordre de quoi, 5-6 millions. En 3 mois, vous l'avez, vous sécurisez peut-être 1 an de stabilité. Ça, c'est attrayant, mais c'est aussi ça le piège. À un certain moment, même nous, moi je ne le cache pas, je fais partie de ceux qui disent qu'il y a des moments où la consultance peut aider la recherche. C'est-à-dire le chercheur, quand il a 2 ou 3 mois d'inactivité, peut peut-être accepter de faire une consultance, avoir un peu de sous pour pouvoir continuer la recherche. Mais encore faut-il qu'il reste focalisé sur les domaines dans lesquels il travaille déjà. Je vais dire, par exemple, moi, j'ai travaillé sur la justice. Après, si je finis ma thèse et qu'il y a une consultation ou une étude sur la justice pendant 3 mois, 4 mois, pourquoi pas? Tant mieux, parce que c'est les mêmes objets. Peut-être même c'est les mêmes acteurs que je vais voir, même si cette fois-ci je les verrai sous un autre angle, celui de la consultance. Mais, mais vous finissez de faire une thèse sur la justice, vous êtes spécialiste de la justice, et on vous dit, ah tiens, il y a une consultation sur le pastoralisme. Et tout de suite, vous accrochez à ça, vous voyez, ça vous éloigne de votre problématique de recherche centrale. À moins que vous décidiez peut-être de changer, de tourner la page à la justice et de vous intéresser désormais au pastoralisme. Donc c'est ça aussi le piège. Évidemment, à certains moments, il y a des doutes. Et ces doutes sont inévitables. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, la recherche n'est pas bien financée. En tout cas, chez nous, la recherche elle est mal financée. Et si le LASDEL a réussi à nous garder, enfin à garder ses chercheurs, c'est d'abord parce que les chercheurs sont eux-mêmes engagés. Il y a de l'engagement parce qu'on veut vraiment construire la recherche, sans quoi nous, on serait partis. On a eu beaucoup d'offres auxquelles on a tourné le dos et les gens ne nous ont jamais compris. Il y en a qui ne vont jamais nous pardonner cela. Y compris dans nos propres familles, on nous dit, mais tu es idiot. Ça, c'est 25 millions que tu pouvais avoir en 6 mois. Tu refuses 25 millions parce que tu es sur un programme de recherche qui te donne, je ne sais pas moi, 15 fois ou 20 fois moins, tu vois. Et ça, c'est tentant. C'est extrêmement tentant, mais nous aussi, on est là jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est dit non, ce n'est pas ce que nous avons choisi.
Si on voulait devenir consultant depuis la maîtrise, on aurait abandonné les études, on se serait retrouvé dans un cabinet et puis basta, on aurait continué. Mais il arrive, moi personnellement, il m'arrive d'accepter quelques consultances, mais pas dans n'importe quel domaine. C'est des consultances dans les domaines qui m'intéressent. Je n'hésite pas à prendre une étude de l'OIM, par exemple, sur les migrations. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, les migrations ont toujours été un thème majeur. Ça fait partie des thèmes qui m'ont toujours intéressé. Donc, s'il y a des études sur les migrations, 3 mois, 2 mois, oui, pourquoi pas, je prends. Mais je ne prends pas parce que derrière cela, il y a 25 millions ou 10 millions, non. L'intérêt primordial pour moi, c'est que ça me permet d'enrichir mes connaissances sur cette thématique bien précise. Sur les transferts monétaires, oui, il y a des consultations, oui, pas mal, je vais y aller parce que ça me permet d'enrichir ce que je sais déjà sur les questions de gestion de la vulnérabilité, de sécurité alimentaire, de transferts monétaires en Afrique, voilà. Mais les doutes existent. Les doutes existent et d'ailleurs, certains parmi nous qui n'ont pas pu résister à ces doutes-là ont dû quitter. Après qu'ils aient épuisé les fonds de recherche, au bout de quelques temps, ils ne se retrouvent plus, ils se disent non, moi je vais dans un projet de développement ou bien je vais ailleurs. Ça existe. Puis quand tu auras l'âge d'être comment tu appelles ça, un senior, tu te vois où? Je le vois au LASDEL et à l'université de Niamey. Franchement, au LASDEL et à l'université de Niamey. Au LASDEL parce que je me dis que c'est en Afrique de l'Ouest, je ne veux pas peut-être étendre à toute l'Afrique. Je n'aime pas trop parler du LASDEL. Je préfère que des gens externes parlent mieux du LASDEL que nous. Mais de l'intérieur, et pour avoir peut-être un peu voyagé dans la sous-région, je pense qu'au LASDEL, on a réussi ce que beaucoup n'ont pas pu réussir en Afrique. Mettre en place un laboratoire qui fonctionne de façon autonome, sur autofinancement. Je veux dire qu'il n'a pas de subvention de l'État ou qu'il y a une subvention extrêmement maigre de l'État, insignifiante presque. Parce que là, quand même, on reçoit 1 million de francs de l'université de Niamey chaque année. Bon, c'est une subvention. Mais réussir à mettre en place un laboratoire autonome dirigé par des Africains et en Afrique, on ne peut pas laisser mourir cette entreprise. Ce n'est pas possible. Et donc là, il y a déjà cet engagement-là pour nous. Deuxièmement, il y a aussi la fonction recherche. Nous, on a été formés à la recherche. Et je pense qu'on a un devoir aussi moral de former nos jeunes frères qui sont dans les universités nigériennes et de la sous-région, qui n'ont pas un bon niveau, j'avoue, ou qui n'ont pas bénéficié des mêmes faveurs, des mêmes conditions de recherche, des mêmes conditions d'encadrement que nous. Je pense qu'on doit aussi transmettre, si tu veux, cette chance-là que nous avons pu avoir de nos aînés. Et donc moi, mon avenir, je le vois au LASDEL et à l'université, parce que l'université, devrait être en fait le prolongement. C'est là que les chercheurs du LASDEL devraient faire leur carrière normalement. Être recruté à l'université, c'est pour moi le prolongement normal de la carrière d'un chercheur du LASDEL, quoi. Pour moi. Ok. Encore une petite question, une ou deux en tout cas, mais peut-être pas pendant 6 jours. Oui. Qu'est-ce que tu penses du changement du nom de la PAD, de la disparition de l'expression euro-africaine? Oui, j'ai été au cœur de ce débat en tant que membre du bureau. Et moi, je pense que je le perçois comme un enrichissement. Un enrichissement parce que pendant plus de 20 ans, la dénomination est restée trop africano-africaniste en fait. Alors qu'on a de très bons chercheurs, anthropologues, mais qui ne travaillent pas sur l'Afrique.
qui peuvent nous apporter pas mal de choses. Et aujourd'hui, je pense qu'à un certain moment, on n'a pas le choix, puisque les mêmes chercheurs qui ont été membres ou qui sont encore membres de l'APAD se retrouvent sur de nouveaux terrains, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, etc. Je pense que on ne peut, pour moi, je le vois comme un enrichissement, une ouverture vers une anthropologie qui se fait ailleurs, qui n'est pas simplement africaniste. Bon, en même temps, il faut dire qu'il y a un changement de génération. Hein. La première génération, les Jean-Pierre étaient très, très engagés pour l'Afrique, etc. C'est pas mal. Mais on découvre de plus en plus qu'il y a des anthropologues qui s'intéressent à de nouveaux terrains et que, pour moi, le changement j'ai été parmi ceux qui ont défendu cette idée d'ouvrir, de changer quand même, de l'ouvrir de ne pas se focaliser sur uniquement les africanistes, quoi. Voilà. Ok. Et puis sur la relation entre l'Europe et l'Afrique, sur les liens qu'il peut y avoir entre... je sais pas, comment est-ce que tu vois cette relation-là entre les chercheurs européens et les chercheurs africains? Tu en as déjà beaucoup parlé, mais... Bon, j'avoue que j'y ai jamais pensé. Peut-être que la relation, on peut l'apercevoir aussi à travers les financements de la recherche. En tout cas, quand je prends l'exemple du LASDEL, la plupart de nos financements viennent d'Europe. Enfin, quand je dis l'Europe, c'est des centres de recherche, c'est des coopérations, etc., etc. Donc cette relation, elle s'observe aussi à travers les financements de la recherche. Elle s'observe aussi à travers l'intégration des chercheurs africains dans des réseaux de recherche européens, afro-européens, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, je vais dire, cette relation existe. Et pour moi, elle risque de se densifier, et de rendre beaucoup plus visibles les chercheurs africains. Quand je prends le cas du Sahel, compte tenu des questions d'insécurité, de tout ce que vous voulez, les Occidentaux ne peuvent plus se rendre sur certains terrains. Donc ça redéfinit aussi ces relations. Ça veut dire que désormais, un Allemand ou un Français qui a pour terrain Agadez ne peut plus se rendre à Agadez. Il sera nécessairement obligé de trouver des partenaires africains, anthropologues, qui eux ont la facilité d'aller à Agadez. Voilà. Donc je veux dire, cette relation pour moi, elle va se densifier de plus en plus avec une plus grande visibilité peut-être pour les chercheurs nigériens et africains, surtout sahéliens. Voilà, ça c'est vraiment mon point de vue. Et déjà, on a les prémices. Sur plusieurs programmes de recherche, les Occidentaux qui arrivent vous disent « Ah, voilà, c'est intéressant, je vais travailler sur les migrations, mais je ne peux pas me rendre à Agadez. » Pour des restrictions, pour des questions de sécurité. Est-ce que vous pouvez me trouver un chercheur? Voilà. Donc, il y a des possibilités, de nouvelles possibilités de partenariat qui sont en train de se mettre en place. Je ne veux pas être pyromane, mais bon, la situation aujourd'hui sécuritaire de l'Afrique de l'Ouest, en tout cas du Sahel, impose une reconfiguration de ces formes de relations. Et au sein de l'APAD, je pense qu'on a réussi, c'est d'avoir pu garder cette coloration. Chercheurs européens, chercheurs africains, et d'ailleurs quand vous regardez la plupart des présidents ou des membres du bureau, il y a toujours eu un Africain, etc., pour garder vraiment si vous voulez, ce principe de base qui est que c'est une association pas d'Européens, pas d'Africains, mais d'Africains et d'Européens. Et moi, je trouve que la relation, pour moi, elle va se densifier dans les années à venir. Pour moi, ça c'est comme ça que je vois. Voilà. Puis moi, il y a une observation aussi qui m'a frappé, en fait, c'est au niveau de la carrière. C'est une carrière quand même... une carrière qui, pour certains chercheurs de l'APAD ou du LASDEL d'ailleurs, évolue vers une carrière qui prend des notions politiques. Et puis, quelque chose qu'on ne trouve pas, par contre, chez les chercheurs européens. Les chercheurs européens, ils font une carrière académique. Comment est-ce que toi,
tu perçois cette différence-là, ou comment est-ce que tu perçois la fonction et carrière politique? Ouais. Bon, vous savez, moi je pense que tout dépend de l'angle sous lequel on prend la notion de politique. Voilà. Pour moi, un chercheur enfin, qui oriente sa carrière vers les fonctions politiques, c'est une question de choix d'abord, c'est un choix personnel. Ensuite, c'est une question d'ambition personnelle. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi voir cela comme une passerelle? Comme on a toujours été dans la logique de, voilà, on va étudier des services publics pour promouvoir les réformes. Mais peut-être qu'une façon de faire des réformes, c'est aussi d'être à l'intérieur de ces systèmes. Parce que de l'extérieur, on a vu les limites. Mais aujourd'hui, quand je vois Mohamed Abdoulaye, qui est chercheur là, je comprends la position de certains qui estiment que bon voilà, on est en train de vider la recherche de ses cerveaux, de ses compétences, ils sont tous allés. Oui, on observe le phénomène, je suis totalement d'accord. On nous dit souvent, bon, il faut 20 ans pour former un chercheur et après il quitte, il va dans la politique. Oui, je suis d'accord. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il fait de l'autre côté? Souvent, on ne perçoit pas ce que le chercheur peut apporter dans la recherche. Mais moi, je vous dis, parce que de ma petite carrière, j'ai participé à un comité de mise en œuvre des réformes dans la justice au Niger. Mais j'ai été au cœur des décisions. J'ai vu comment se prennent les décisions. Nous, on étudie la mise en œuvre des décisions sans avoir eu la chance d'être au cœur de ces décisions-là. Mais moi, je trouve qu'un anthropologue qui se retrouve au cœur des décisions, ça veut dire qu'il a fait peut-être, pour moi, il a fait un pas. Il a toujours observé les décisions telles qu'elles se mettent en œuvre, c'est-à-dire sous l'angle opérationnel, mais ça ne suffit pas pour comprendre les décisions. Et aujourd'hui, le fait que moi, j'ai eu cette petite expérience de je crois que c'est 1 an au ministère de la Justice, mais j'ai fini par comprendre toutes les logiques internes desquelles découlent en fait les politiques publiques qu'on est en train d'étudier. Nous, on les étudie lorsqu'elles sont mises en œuvre. On les étudie sous l'angle du discours de ceux qui participent à la décision. Mais non, ça ne suffit pas. Là, on peut observer les choses de l'intérieur, on peut comprendre comment des décisions absurdes se prennent et déterminent des politiques publiques. Mais vous ne pouvez pas le savoir quand vous n'êtes pas à l'intérieur. Aujourd'hui, le LASDEL, les chercheurs du LASDEL se sont investis dans l'analyse de l'État. On veut comprendre l'État, mais on l'a toujours... Jusque-là, nous, on a étudié l'État de l'extérieur. Mais il faut être à l'intérieur pour aussi comprendre l'État. Et peut-être pour mieux comprendre nos analyses de l'État lorsqu'on était à l'extérieur de l'État. Pour mieux comprendre les politiques publiques lorsqu'on était à l'extérieur de ces politiques. Et aujourd'hui, on est au cœur de la décision. On comprend mieux pourquoi parfois des décisions, des politiques publiques sont montées et qu'elles ne donnent pas les résultats qu'on obtient. Ça, c'est un premier élément. Donc, un anthropologue, un chercheur qui se retrouve dans la politique peut utiliser sa nouvelle profession comme aussi un terrain. C'est le prolongement de ces terrains de recherche. Enfin, s'il accepte de continuer. Il y a aussi la possibilité pour le chercheur qui s'est retrouvé de l'autre côté, dans la chambre de prise de décision, il peut aussi impulser ou dynamiser la recherche, orienter s'il le veut. On a étudié pendant des années, on a toujours étudié les courtiers en développement. Mais on peut aussi avoir des courtiers en recherche ou en financement des recherches. Et les chercheurs pourraient jouer ce rôle, orienter la recherche. Dire non, vous avez pris des décisions, mais tant que ces décisions ne sont pas accompagnées des recherches, elles ne pourront pas aboutir. Donc, moi, je vois plutôt les choses sous l'angle des perspectives qui s'offrent aux chercheurs qui se retrouvent, par exemple, dans les instances de décision politique. Je ne condamne pas. Je ne me mets pas dans la logique de dire non, c'est bien, c'est pas bien, etc. Moi, je n'aime pas trop me mettre dans le discours moral, dans les jugements des valeurs, mais je me dis que c'est aussi des possibilités, c'est aussi des opportunités, à condition que le chercheur accepte
de comprendre que c'est être ministre, représenter un État dans une institution internationale, être conseiller du président de la République, c'est aussi continuer, faire un pas, quitter le terrain classique et aller vers un autre terrain. Voilà. Et moi, bon, je n'ai pas voulu le dire, j'ai eu pas mal de propositions que j'ai déclinées. Mais peut-être que je me suis dit, j'aurais pu peut-être accepter pour mieux comprendre un certain nombre de phénomènes de l'intérieur. Mais le problème ou le risque, c'est qu'une fois qu'on goûte, c'est ce qu'on dit, hein, chez nous, c'est cette expression, une fois qu'on goûte à la sauce de la politique, on a du mal à en sortir. Et j'ose espérer que la plupart de nos aînés qui ont accepté d'aller à la politique, un jour peut-être comprendront que ce n'est pas leur monde qu'ils reviendraient, ou bien en tout cas qu'ils vont pouvoir tirer parti, en tout cas de leur nouvelle position au sein des instances politiques. Voilà. C'est mon point de vue. Mais ceci dit, il ne faut pas croire que bon, voilà, ce monsieur, ça veut dire que demain, si on lui fait une proposition, il est prêt. Non, les propositions, j'en ai eues et j'ai décliné parce que je trouve que je n'ai pas encore atteint. Ce n'est pas pour moi le moment déjà de me mettre dans la politique. J'ai encore ma carrière professionnelle de chercheur à construire, à bâtir, etc. Et que je ne veux pas tout de suite. C'est une question peut-être de temps, hein, mais j'ose espérer que le temps ne pourra pas me pousser vers la politique. Voilà. Ça, c'est personnel. Voilà. Mais c'est intéressant, c'est une question qui m'intéresse. Au-delà du film, mais cette question, parce que mon travail de mémoire, enfin pas mon travail de mémoire, mon travail de séminaire, c'est très court, autour de Marion Foisy, je l'avais fait sur la question justement de l'application, cette différence entre anthropologie, développement, application sur le terrain, application pour le changement, etc. Puis du coup, ces textes aussi du chaînon manquant, la recherche du chaînon manquant, et puis c'est vrai que dans les textes, là c'est pas du tout un truc qui arrive, enfin qui émerge, cette idée de on va passer à la politique pour justement peut-être incarner ce chaînon manquant. Ouais. C'est un truc qui n'était pas du tout thématisé dans mes recherches. Puis là, j'arrive ici sur le terrain, puis je vois que la liste, je commence à avoir déjà 2-3 noms de ceux qui sont passés à la politique, et avec cet argumentaire, c'est ça qui va. Ouais. Intéressant. Bon, on est bientôt à la fin. D'accord. On est même presque à la fin. Je vais juste, peut-être, pour la dernière question, te demander d'enlever l'enregistreur de la table, de le mettre sur des genoux ou quelque part, de le cacher comme ça. Je peux te filmer les mains parce que j'ai pas de coupe. Ça, je fais mon travail derrière la caméra. Je me dis des fois de faire un peu, malheureusement. Et puis, peut-être une question un peu bête, mais à laquelle tu as déjà répondu plusieurs fois. Mais comment est-ce que tu vois le futur de la PAD en termes de sujet, peut-être aussi? On a dit, peut-être un espacement géographique, mais en termes de sujet, est-ce qu'il y a des choses qui se discutent au sein de la PAD, de nouveaux sujets, ou de choses qu'on n'a pas... Oui, moi je pense que déjà, on a, avec Philippe, bien entendu, en tant que président de la PAD, on a bien avant ça, avec Sten Harkberg, qui était président, on avait lancé deux nouvelles approches, deux nouveaux sujets. Le premier avec Harkberg, c'était sur l'engagement du chercheur. L'engagement du chercheur, parce que le chercheur intervient dans un terrain bien précis. Est-ce qu'il doit s'engager? Est-ce qu'il ne doit pas s'engager? Bon, il y a déjà ce changement de posture du chercheur qui n'est plus le chercheur qui va juste dans un terrain collecter ses données et puis, comme on le dit, s'en aller et s'intéresser à ses publications. Mais il y a aussi la question de jusqu'où le chercheur peut s'engager. Et déjà, quand on pose cette question, on rejoint un peu ta question de tout à l'heure. Est-ce que le chercheur peut s'engager en politique? Est-ce qu'il peut s'engager, etc., etc. Il y a aussi le dernier colloque qui a porté sur les dispositifs de l'aide dans l'élaboration des politiques publiques, de l'action publique, je crois, à Cotonou. Pour moi, qui sont déjà les signes précurseurs des nouveaux sujets, des sujets d'avenir à la PAD. Maintenant,
on verra, est-ce que les questions de jeunesse vont intéresser la question de la mobilisation politique de la jeunesse, parce que c'est aussi un sujet assez chaud en Afrique. En tout cas pour l'Afrique, oui, la jeunesse, la question de la jeunesse et ses implications dans la politique, etc. À quel sujet juste sur l'engagement politique des jeunes, par exemple, au Niger. Enfin, en Afrique. Ça, on le voit, les nouveaux modes de participation politique des jeunes avec l'utilisation des réseaux sociaux. Le cas le plus emblématique dans la sous-région, c'est celui du Burkina. Et avant ça, vous avez eu le printemps arabe, où voilà, c'est carrément des jeunes qui sont sortis, qui ont utilisé Facebook, tous les réseaux sociaux pour contraindre peut-être certains dirigeants à revoir, en tout cas, leur manière de gérer le... Donc voilà des sujets qui peuvent émerger, peut-être sans être trop sectaire ou sectariste, je ne sais pas. Moi, je pense aussi à la question de la sécurité. C'est une question extrêmement qui nous touche à cœur en tant qu'Africains, d'abord en tant que Nigériens ensuite. Mais quand vous observez aujourd'hui, la question de sécurité, elle est devenue mondiale. Je veux dire, aucun pays au monde n'est aujourd'hui épargné par cette question de sécurité. Je pense que voilà un autre sujet qui, pour moi, qui pourrait faire l'objet de réflexion au niveau de l'APAD. La sécurité, pas simplement voir les menaces, etc., mais la sécurité avec tout ce que cela amène comme dispositif. Dispositif, manière de penser, manière de se déplacer, la reconfiguration de nos dispositifs de sécurité, les questions de frontières, les questions de migration. Enfin, moi je mets tout cela dans le même paquet pour parler d'enjeux sécuritaires. Et ces enjeux-là sont des enjeux mondiaux, souvent qui dépassent les cadres limites des pays. Les enjeux de sécurité ne dépassent totalement aujourd'hui le Niger, ils dépassent la France, ils dépassent l'Europe. C'est des questions mondiales que cela pose. Et moi, je pense que c'est aussi des axes potentiels pour l'APAD, quoi. Et anthropologiquement, c'est vachement intéressant parce que on parle de sécurité. Évidemment, quand tu parles de sécurité en Afrique, on pense à la sécurité géopolitique peut-être, mais il y a aussi toute la question de l'alimentation. On voit le même terme, hein, sécurité alimentaire. Oui, la sécurité. Bon, je pense que c'est un terme aussi qui est assez intéressant de voir sur plusieurs aspects. Oui, c'est assez intéressant, mais bon, la sécurité alimentaire, il faut dire que ce n'est pas un thème nouveau. Hein. Ce n'est pas du tout nouveau, ça a toujours été au cœur des préoccupations des pays africains. D'ailleurs, si on regarde, c'est une des raisons, elle légitime, elle fait partie des éléments légitimant l'aide publique au développement. Quand vous prenez, on dit, bon, on apporte de l'aide pour permettre aux pays africains, aux pays sous-développés d'assurer des sorties de la pauvreté, entre autres, d'assurer la sécurité alimentaire. Donc je pense que ce n'est pas des sujets nouveaux. Peut-être la nouveauté, c'est... on peut l'avoir sous d'autres angles. Je veux dire, les nouvelles manières de consommer, comme l'a dit la dernière fois, le business, tout le business qui entoure les questions de sécurité alimentaire. Il y a tout, bon, on peut le voir ainsi aussi, ça pourrait être aussi un sujet. Mais je ne pense pas que le sujet concerne, ou je ne pense pas que tous les pays soient touchés par ce phénomène. Ouais, non, voilà. Comparé aux questions de sécurité qui sont mondiales, enfin, là, il y a vraiment plus de potentiel que peut-être la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest, oui. La sécurité alimentaire en Afrique, oui. Mais bon, en tout cas, moi, ça, c'est comme ça que Il y a aussi, moi, je pense qu'il faut aussi penser à cette question d'inclusion financière à l'échelle mondiale. Où là, j'ai participé à un colloque en 2015 à Louvain-la-Neuve sur la financiarisation du monde. Et j'ai trouvé que c'est un sujet porteur. Aujourd'hui, le monde est en train de passer, enfin, on est un peu traqué par les financiers mondiaux jusque dans nos chambres aujourd'hui. Voilà, c'est un sujet aussi porteur sur la question de la financiarisation, les questions d'inclusion financière,
sur la mondialisation de la finance. Voilà. Ça aussi, pour moi, c'est des sujets... Ici, au Niger, en abordant ce sujet, bien entendu, on pense à quoi? On pense à tous ces systèmes formels et informels de transfert de fonds qui alimentent parfois l'insécurité ou qui alimentent parfois les réseaux de banditisme, de criminalité. Vous avez au-delà de ça les nouvelles formes de gestion de la pauvreté et de la sécurité alimentaire à travers les transferts monétaires, les cash transferts comme on dit, où voilà, on se dit qu'une des façons les plus simples d'aider les pauvres, c'est de leur envoyer de l'argent, de leur donner un certain montant pendant une durée bien déterminée, etc. Donc vous voyez que les analyses moins poussées ne voient que l'argent, c'est-à-dire l'outil, le support. Mais il y a toute une mécanique, il y a tout un mécanisme derrière. C'est ce que Jean-Pierre disait la dernière fois en évoquant les modèles voyageurs. Voilà. Il y a toute une machinerie, tout un business derrière qui est en train de gouverner le monde. Et je pense que c'est des sujets qui sont en train de faire leur petit bonhomme de chemin et qui se mondialisent. Je pense que pendant des années, l'Afrique était un peu en marge de cette dynamique de financiarisation du monde. Mais aujourd'hui, on se rend compte que l'Afrique aussi est connectée à la finance mondiale à travers aussi tous ces modèles voyageurs qui se mettent en place, tous ces mécanismes mondiaux qui, au nom de l'inclusion financière, essaient d'appuyer les pauvres, mais en réalité, est-ce qu'on aide les pauvres? Plutôt, moi, je pense qu'on essaie de les intégrer dans un système financier mondial auquel ils ne peuvent plus échapper. Un exemple, une anecdote que j'aime citer souvent, c'est le cas de ma grand-mère qui est au village, qui, il y a 5 ans en arrière, avait l'habitude de conserver son billet de 1000 francs, par exemple, là au bout du pagne. Et le billet pouvait être conservé pendant plusieurs mois. Tant qu'elle n'a pas des besoins immédiats, elle a son billet. Mais depuis l'avènement des téléphones portables, elle ne peut plus garder de billets parce qu'elle a toujours envie d'appeler son petit-fils, avoir des nouvelles. Et là, pour appeler, il faut payer. Et là, vous fouillez là au bout du pagne, elle n'a plus d'argent parce qu'elle a utilisé une bonne partie de son argent pour acheter du crédit d'appel. Et voilà, d'une certaine façon, elle participe sans le savoir à cette mondialisation de la finance. Donc, voilà un exemple que j'aime bien donner qui est... Voilà. Très bien. Encore des choses à dire que j'aurais oubliées? Non, moi je pense que... En tout cas, c'est à moi de saluer cette initiative. De Philippe, de Marion et de toi aussi. Et je pense que c'est une bonne occasion pour nous de parler de ce que nous faisons parce que très souvent, on n'a pas cette occasion. On nous voit dans les colloques, on nous voit à des rencontres scientifiques, on nous voit souvent peut-être dans un petit coin d'un article, mais sans savoir véritablement les conditions dans lesquelles cet article-là est produit. Donc, à travers ce reportage, vous mettez le doigt sur les vraies conditions de production de la recherche. Au-delà des conditions académiques qu'on étudie, mais vous montrez comment un chercheur africain devient chercheur. Il devient chercheur, c'est aussi au prix de 1001 sacrifices, c'est au prix de 1001 doutes, c'est au prix... Voilà, ça, moi je trouve que ça mérite vraiment d'être porté à la connaissance du monde entier. La recherche en Afrique ne nourrit pas son homme. Et quand vous avez un chercheur africain, je trouve que c'est déjà quelque chose de grand. Parce que les pesanteurs, les contraintes, le stress, les sollicitations, les réseaux familiaux souvent sont tels que le chercheur qui arrive à produire, qui arrive à se maintenir dans la recherche, il faut l'applaudir vraiment. La plupart des grands chercheurs africains, quand vous regardez, ils ne vivent pas en Afrique. Beaucoup ont pris la décision d'aller vivre en Europe, aux États-Unis, pour se donner plus de chances de pouvoir étudier, rédiger, écrire, publier. Mais aussi, ils l'ont fait parce qu'ils se sont dit à un certain moment, il faut se détacher de tous ces réseaux-là.
Et nous, on s'est dit non, une des façons aussi de faire de la recherche, c'est de rester là et montrer que malgré toutes ces contraintes, malgré tous ces réseaux qui vous tirent vers le bas, il est possible de faire de la recherche et de faire de la bonne recherche. Et moi, je pense que l'APAD, enfin le LASDEL et l'APAD sont, en tout cas d'abord le LASDEL, pour moi qui suis ici, et ensuite l'APAD qui offre cette possibilité aux chercheurs d'aller rencontrer d'autres chercheurs, d'échanger sur des thématiques, de remettre en question ses propres problématiques, ses propres façons de voir. Et je salue vraiment cette initiative.